la rétrospective de la semaine. Après 13 jours d'audience, l'interrogatoire du général de brigade Gilbert Dendéré a pris fin ce mardi. À l'issue de l'interrogatoire, c'est un sentiment de non-satisfaction et de satisfaction qui se dégage entre les différentes parties. Pour les avocats de la partie civile, c'est un sentiment d'insatisfaction puisque selon eux, le général ne s'est pas défendu et ne pouvait pas se défendre puisqu'il n'avait pas d'argument pour ce faire. Pour eux, le général s'est limité à dénier sa responsabilité en accusant la hiérarchie militaire et que jusque-là, l'on ne sait pas qui a fait le coup d'État. Pour Maître Séraphin Somé, l'accusé n'a fait qu'une opération de communication tendant à faire croire que lui et ses hommes n'ont rien à voir dans les événements du 15 septembre et jours suivants. Et de terminer en disant qu'à l'issue des débats, les avocats de l'accusé n'ont pas eux aussi réussi à prouver la non-culpabilité de leurs clients. Les avocats de la défense, pour leur part, se disent satisfaits puisque selon eux, le parquet militaire n'a pas réussi à prouver à travers des preuves probantes la culpabilité de l'accusé, ce qui fait dire à Maître Dieudonné Bonkongu que le parquet militaire s'est limité à des raisonnements affabulatoires. Et l'un des avocats du général, Maître Mathieu Somé, de corroborer les propos de son confrère en affirmant que le parquet militaire, à défaut de pouvoir prouver la culpabilité de l'accusé, a été obligé d'appeler à la rescousse la partie civile qui, malheureusement, selon lui, n'a pas été aussi un bon recours pour le parquet. Et l'un des avocats de l'accusé, Maître Olivier Yelkouni, de souligner que des manœuvres ont été entreprises par le parquet militaire pour mieux abattre le général, mais cela était sans compter leur vigilance. Il a également dénoncé des erreurs graves commises pendant l'instruction du dossier. Le général, pour sa part, a remercié le tribunal pour l'avoir écouté pendant plus de 3 semaines. Il a également présenté ses excuses au peuple burkinabé, car ce qui est arrivé n'était pas de sa faute, mais d'un homme qui pensait que son heure a sonné et qui voulait créer une situation difficile pour le Burkina. Tout en regrettant les morts et souhaitant prompt rétablissement aux blessés, Gilbert Dendéré a appelé l'ensemble du peuple burkinabé à tourner les pages de cette histoire qu'il estime de sombre. Le général Dendéré est poursuivi dans le cas du coup d'État manqué du 15 septembre pour 5 faits, donc les faits d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre, de coups et blessures volontaires, d'incitation à commettre des actes contraires au devoir et au règlement des armées et de trahison. L'audience se poursuivra demain avec l'examen de la demande d'interrogatoire du général Djibril Bassolé après les fêtes de fin d'année formulées par les conseils de ce dernier. Le dernier sur la liste des accusés dans le cadre du dossier du putsch manqué de septembre 2015, le général de brigade Djibril Bassolé a été appelé à la barre ce mercredi. Poursuivi des faits de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre, coups et blessures volontaires et de trahison, il a plaidé non coupable. Il n'a toutefois pas encore été entendu sur son emploi du temps du 16 septembre et jours suivants. Cela en raison de plusieurs requêtes formulées par sa défense. Dans un premier temps, c'est une demande de renvoi qui est formulée par Maître Dieudonné Bonkongu, un des avocats de l'accusé, qui explique que les avocats étrangers constitués aux côtés du général n'ont pas pu effectuer le déplacement dû aux fêtes de fin d'année et pour d'autres raisons d'ordre pratique. Il souligne qu'un report pour janvier pourra permettre d'être plus à l'aise pour défendre le général et d'être respectueux de ses droits. L'autre argument évoqué était la demande de congé formulée par l'ensemble des avocats au regard de la durée que prend le procès. Sur cette requête, le parquet militaire estime que la demande de congé ne saurait être un élément explicatif de la demande de renvoi formulée par la défense du général. Pour lui, suspendre à cette étape violerait le principe de l'égalité des accusés. Le parquet ajoute que la défense du général Bassolé a même eu beaucoup plus de temps. C'est pourquoi il a expliqué que l'audience ayant débuté depuis plusieurs mois, il appartenait aux avocats étrangers d'aménager leur calendrier pour être présents. Le parquet a donc requis que les débats commencent, quitte à marquer une suspension pour les fêtes. Allant dans le même sens, la partie civile, par la voix de Maître Ali Néa, soutient que la demande de congé formulée par les avocats avait déjà trouvé réponse et que celle-ci convenait à toutes les parties. L'avocat poursuit en affirmant que pour garantir l'égalité, il avait été décidé que la suspension intervienne après l'audition de l'ensemble des accusés. Après une passe d'armes entre la défense d'un côté et le parquet et la partie civile de l'autre, Maître Yeri Thiam, un des avocats de l'accusé, va retirer au nom de l'ensemble des avocats la requête. Passé cette étape, le
président du tribunal vérifie l'identité de l'accusé et lui notifie les charges. Le débat de fond sera encore différé lorsque Maître Dieudonné Bonkungu prendra la parole pour expliquer que la défense du général a saisi le tribunal pour une plainte déposée au parquet pour faux en ce qui concerne le rapport d'expertise. Il a ainsi attiré l'attention du tribunal pour lui demander de surseoir à statuer jusqu'à ce que cela soit prononcé par la juridiction compétente. Pour le parquet militaire, cette attitude de la défense montre qu'elle ne veut pas aller dans le fond puisqu'implicitement ils n'ont fait que remettre à l'ordre du jour leur demande de renvoi. Le parquet militaire confirme avoir reçu la plainte, mais souligne que le tribunal n'est pas tenu de surseoir à statuer avant d'indiquer que le débat s'est déjà posé devant la chambre de contrôle où les juges ont balayé selon ses propos les arguments des avocats de la défense. En réponse, Maître Dieudonné Bonkungu déclare ceci, je cite, « Nous avons argué de faux des actes de la procédure, libre au tribunal d'accepter ou pas notre requête. » Fin de citation. Je suis profane du droit, mais je demande qu'on commence mon audition maintenant, a déclaré par la suite le général Djibril Bassolé. À ce propos, Maître Prosper Farama s'est dit être étonné du fait que le client et ses avocats ne parlent pas le même langage. Il ajoute que les avocats du général auraient pu demander une expertise complémentaire ou même une contre-expertise, ce qui lui fait dire qu'en attendant que la pièce soit peut-être déclarée fausse, elle est présumée ne pas l'être. Le tribunal se prononcera sur cette requête le vendredi prochain, au même titre que la demande de liberté provisoire formulée par l'accusé Minata Gelware et sa défense. Le tribunal a enfin signifié que sur la demande collective des avocats, une suspension sera observée à compter du vendredi 21 décembre jusqu'au 7 janvier 2019. Débuté avec un retard d'une heure, l'audience de ce vendredi a été suspendue à 12 heures à la demande du bâtonnier Maître Mamadou Sombier afin de permettre aux avocats de prendre part à une assemblée générale du barreau ce soir. Mais avant, après avoir jugé irrecevable la demande de mise à l'écart du rapport d'expertise téléphonique et des écoutes téléphoniques dans les pièces du dossier, le président a invité l'accusé, le général Djibril Bassolé, à se présenter à la barre. Poursuivi pour des faits de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre, de coups de blessures volontaires et de trahison, l'accusé a affirmé n'être pas mêlé ni de près ni de loin dans les événements du 15 septembre 2015 et jours suivants. Il livre alors son calendrier pendant les événements pour soutenir sa déclaration. Selon lui, c'est dans l'après-midi du 15 septembre qu'il a appris par l'intermédiaire d'une connaissance que les autorités de la transition ont fait l'objet d'arrestations. Informé de la situation et ne sachant pas ce qui se passait réellement, le général Djibril Bassolé décide de se rendre à Koudougou pour sa propre sécurité, dit-il, avant de rejoindre le Niger quelques jours plus tard où il a eu une rencontre avec le président nigérien Mamadou Issoufou. De retour du Niger, le général affirme s'être rendu à Koudougou toujours avant de revenir à Ouagadougou le 25 septembre 2015 où la situation semblait se calmer. Le général dit alors être surpris lorsqu'il apprend dans un communiqué du gouvernement en date du 28 septembre 2015 qu'il avait l'intention de faire venir des groupes djihadistes pour soutenir des éléments poursuivis du RSP. Selon lui, il s'agit des allégations fabriquées et manipulées à dessein, tout comme les écoutes téléphoniques dont on lui reproche. Pour lui, il y avait une totale déconnexion des actes qu'il a posés pendant les événements du 15 septembre et le coup d'État. La preuve, selon lui, est qu'aucun de ses co-accusés n'a déclaré avoir été en contact ni reçu l'ordre de sa part pour une mission particulière. Mais le général Djibril Bassolé ne nie cependant pas avoir eu des conversations avec des personnes extérieures au sujet du coup d'État. Il affirme avoir eu un échange avec le président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro, mais le contenu de cette conversation portait uniquement sur la démobilisation, le désarmement et la réinsertion des éléments du RSP après la dissolution du corps. Il nie en bloc le fait qu'on lui reproche de vouloir faire venir des troupes étrangères au Burkina. S'ils avaient l'intention de le faire, ce n'était pas des forces étrangères que j'allais faire recours, mais la gendarmerie qui est mon corps d'origine où il y avait des officiers supérieurs susceptibles de me soutenir si je le voulais, professe le général Djibril Bassolé. Le général a nié également les propos selon lesquels il avait un clan au sein du RSP. Pour lui, il peut y avoir des éléments qui s'identifiaient à lui, mais affirme n'avoir pas eu aucun contact avec des éléments du RSP pour qu'il agisse à son compte. Avant de suspendre l'audience aux environs de 12 heures, le tribunal a jugé mal fondé dans la forme la demande de mise en liberté provisoire de l'accusé Minata Gelware. La reprise de l'audience ce sera le lundi 7 janvier 2019. La cohabitation entre les populations de Yakma semble ne pas être au beau fixe.
En effet, selon la coalition d'organisation de la société civile qui a animé la conférence de presse, tout serait parti de la volonté du chef traditionnel et des autorités municipales de déguerpir certains résidents qu'il qualifie d'étrangers dans le quartier au profit d'une société immobilière. Pourtant, selon Oumar Sabo, président du mouvement de solidarité Wensong Metba, les terrains ont été vendus à ces résidents qui y vivent depuis des dizaines d'années. C'est des résidents qui ont payé des locaux avec ceux qui se disent autochtones aujourd'hui avant l'événement de 2009, qui ont morcelé leurs terres, vendre à la population à 100 000, à 75 000 ou plus, qui ont construit et vivent dedans avec leurs familles, qui ont reçu le recensement en 2008 et qui n'ont pas été attributeurs lors des attributions de 2011 à 2012. Ce sont ces personnes qui appellent aujourd'hui des étrangers. Ainsi, des menaces et intimidations s'ensuivront de la part d'éléments de la chefferie traditionnelle pour obliger ces populations de quitter les lieux, et ce malgré les plaintes des victimes déposées à la gendarmerie de Signorin, confie Ernest Zemba de CEDAIP Signorin et porte-parole de la dite coalition d'OSC. Face à la détermination des populations pour défendre leurs droits au logement, elles subiront la furie d'une milice se réclamant des autochtones ou proches du chef. Il s'en est suivi des menaces et des intimidations de tout genre, des velléités d'expulsion, des agressions physiques. La brigade de ville de la gendarmerie de Signorin, qui a reçu la plainte des personnes agressées, a affirmé être incapable d'interpeller les agresseurs qui ont refusé de répondre à leur convocation. Des propos corroborés par certains habitants de Yakma qui confient faire l'objet de ces menaces et agressions jusqu'à les lieux de service, comme témoin Basile Diendéré. Quand ils sont arrivés, ils commencent à insulter, causer mal, dire que aujourd'hui ils vont faire couler du sang ou soit on va éliminer la vie de quelqu'un. Ils commencent maintenant à jeter les chaises de gauche à droite, et manipuler les tables, tout ça devient désordonné. Moi j'étais obligé de fuir pour rejoindre chez moi. Dans l'optique de résorber la crise du logement et les conflits à Yakma, la coalition des OSC, initiatrice de cette conférence de presse, a recommandé l'appurement du lourd contentieux lié au lotissement, l'arrêt des actions des sociétés immobilières et la construction des logements sociaux à prix abordable. La rétrospective de la semaine. Les plaintes formulées par la Coordination nationale des syndicats de l'éducation CNSE dans sa lettre adressée au Premier ministre remontent au 17 novembre 2018, date à laquelle le gouvernement a souhaité que les travaux du comité de rédaction du statut valorisant soient suspendus afin de lui permettre de mieux examiner les préoccupations qui lui ont été posées. À ce propos, la coordination indique avoir reçu les réponses du gouvernement sur les dites préoccupations le 30 novembre qui, elle, à son tour, devait également les analyser. Elle précise à cet effet que le gouvernement s'est précipité de publier le contenu des réponses sans au préalable recueillir son avis. Pour la coordination, cette action constitue une limite infranchissable dans les discussions. Aussi, elle a déploré les propositions faites par le gouvernement qui, selon elle, ne répondent pas à ses attentes. Elle estime à cet effet que ces propositions ne contiennent pas des signes de valorisation attendus par les travailleurs de l'éducation et de la recherche. Toujours dans cette lettre adressée au chef du gouvernement, la CNSE relève des contradictions dans les démarches entreprises par les autorités elles-mêmes. Elle a en ce sens évoqué le fait pour le ministre en charge de l'éducation d'avoir fait circuler sur les réseaux sociaux un document autre que celui remis à la coordination. Pour elle, il est donc impérieux que le gouvernement prenne la pleine mesure de la situation et s'inscrive réellement dans une voie de dialogue plus franc. La Coordination nationale des syndicats de l'éducation a en outre rappelé dans sa lettre que de nombreux engagements pris par le gouvernement à la signature du protocole d'accord le 27 janvier 2018 ne sont pas respectés bien que leur délai de mise en œuvre soit dépassé. Il s'agit entre autres de l'octroi d'une bonification d'un échelon à tout le personnel du MENA pour compter du 1er janvier 2018 avec constatation de l'effet financier à partir du 30 septembre 2018, du respect des effectifs dans les classes conformément aux normes nationales. À cela s'ajoute une absence réelle de résolution des propositions posées pour ce qui concerne les engagements pour lesquels on note un début d'exécution, poursuit la CNSE dans sa note. C'est face à une telle situation qu'elle dit avoir pris des mesures pour exiger un traitement rapide des différents points du protocole d'accord pour compter du 17 décembre 2018 à partir de 24 heures.
Pour ce faire, elle appelle les travailleurs de l'éducation et de la recherche du public et du privé à entreprendre des actions parmi lesquelles la suspension des évaluations au préscolaire, au primaire, au post-primaire et au secondaire, le non-traitement des dossiers d'examen et concours au primaire, au post-primaire et au secondaire. Les Burkinabés font face à de nombreuses difficultés sur le plan culturel, économique, écologique et éducatif. Cette situation découle, selon les membres du Parti pour la démocratie et le progrès, Parti socialiste PDP-PS, d'une insuffisance des différents gouvernants qui se sont succédés. Pour eux, cette insuffisance est liée à une confiscation de la Constitution et des institutions politiques et juridiques des populations. Toro Drabo, président du parti. Les gouvernants burkinabés, depuis Maurice Yamiko jusqu'à Christian Roch Kaboré, ont abandonné ce que nous appelons la constitution endogène. Et sans cette constitution endogène, le Burkina Faso est un État seulement, mais pas une nation, et donc ne peut rien faire. Tout ce qu'il fera, c'est ce que j'appellerais du paracétamol. Mais la maladie demeure et profondément. Pour cela, les populations réclament leur constitution endogène. Parce que, comme l'a dit Joseph Kizerbo, on ne dort pas impunément sur la natte des autres. Qu'entend le PDP-PS par constitution endogène? Toro Drabo. C'est les valeurs que les Africains avaient avant de les perdre, avant la colonisation. Et cette constitution est reconnue par toutes les populations. Par exemple, la constitution africaine dit la terre ne se vend pas et ne s'achète pas. Pourquoi? Parce que la terre est la source de toutes les richesses. Et c'est ce que aujourd'hui il y a les luttes foncières et ça obéit à ça. Et aujourd'hui, on est entré dans la logique exogène, c'est-à-dire la logique non africaine. Et c'est ça qui nous punit aujourd'hui. Pour ce qui concerne la situation sécuritaire, le PDP-PS pense qu'un recrutement de volontaires pour aller au front est nécessaire. Le parti demande à cet effet à ce que le Burkina Faso soit déclaré en état de guerre. L'échec du régime Kaboré fait que le chef de l'État ne mérite même pas la note de 3 sur 10 puisqu'aucun secteur ne marche 3 ans après l'arrivée au pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré. C'est la conviction de l'opposition affiliée au chef de file de l'opposition politique. Elle a toutefois salué le travail abattu par le Centre pour la gouvernance démocratique pour aboutir au résultat du sondage Présimètre qui attribue la note de 4,91 sur 10 pour l'entroi du président Kaboré. Selon le président du Rassemblement des écologistes du Burkina Faso, tous les secteurs d'activité sont en panne. Adama Séré précise que ce qui fait plus peur à l'opposition, c'est la répercussion de ce qu'il qualifie de pagaille du MPP sur les générations futures. Sur la crise qui traverse le système éducatif avec notamment le mot d'ordre de non-évaluation des élèves, le CEFOP se dit dessus du fait que des engagements pris par le gouvernement ne soient pas respectés alors qu'un accord avait été au préalable signé. Constatant par ailleurs que des centaines d'écoles sont actuellement fermées du fait de l'insécurité, le CEFOP estime que le président Kaboré et son équipe assistent passivement à ce qu'il assimile à une descente aux enfers. Nous les invitons à se réveiller et à éteindre non seulement ce foyer, mais aussi le second foyer né du mécontentement des enseignants, a déclaré Adama Séré. Un autre élément qui a retenu l'attention des conférenciers du jour, c'est la rencontre tenue ce lundi entre une délégation de la CCVC et le gouvernement. Les conférenciers n'ont pas manqué d'afficher leur mécontentement face à la réponse du gouvernement sur la plateforme revendicative minimale de la CCVC, expliquant qu'aucun argument avancé par le gouvernement ne saurait justifier la hausse du prix des hydrocarbures. Sur la détention de Safiatou Lopez Zongo, poursuivi pour complot et incitation à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, l'opposition demande sa libération provisoire au regard de ses problèmes de santé. Adama Séré et ses camarades vont plus loin en affirmant que Dame Lopez est abusivement détenue pour des raisons politiques. Les animateurs de la conférence de presse ont également profité de l'occasion pour exiger la vérité et la justice dans l'affaire Norbert Zongo. Le contrôle des unités de production d'huiles alimentaires, de boissons et d'eau préemballées, le contrôle de la régularité de l'importation des huiles alimentaires, des graines de coton, de pneus, de chambres à air et de cigarettes, ainsi que le contrôle météorologique et de la qualité du carburant. Ce sont autant d'actions sur lesquelles la brigade mobile de contrôle BMC s'est basée depuis sa mise en place. Pour le président de la brigade, Sami Ouattara, ce sont plus de 11 000 structures qui ont été contrôlées. Ces contrôles ont permis, selon lui, de mettre sous scellé 42 unités de production d'huile
d'huiles alimentaires irrégulièrement installées et 4 unités de production d'alcool. On note également le démantèlement de 6 presses artisanales et des saisies de produits frauduleux impropres à la consommation, à savoir les graines de coton, l'huile frélatée, le soja, les cartouches de cigarettes et bien d'autres. Sami Ouattara a indiqué que des sanctions administratives, correctionnelles voire civiles pourront être prises contre les contrevenants. Les animateurs de la conférence de presse ont souligné par ailleurs qu'au-delà des sanctions prévues, un mécanisme d'accompagnement des unités de production d'huiles alimentaires irrégulièrement installées est en vue afin de leur permettre de régulariser leurs activités. Les BMC interviennent dans les 13 régions du pays et particulièrement dans les centres urbains et les zones frontalières à forte densité de transit, ce qui permet selon le président de cette structure de lutter efficacement contre la fraude et les pratiques illicites depuis ces zones. La rétrospective de la semaine. Oumar Sabo, bonjour. Bonjour. Des populations dont vous faites partie font face à un problème foncier à Yagma. Expliquez-nous ce qui se passe exactement dans ce quartier. Depuis 2008, il y a eu un recensement au niveau de Yagma et ce recensement a été fait en 2 volets. C'est-à-dire, l'autre côté, recensement des autochtones et l'autre côté, le recensement des résidents que les autochtones aiment appeler les étrangers. Et ces mêmes populations appelées étrangers qui n'ont pas été attributaires jusqu'à l'heure actuelle qui confrontent à des 1000 problèmes par nos tuteurs appelés les autochtones. C'est un problème qui est débuté depuis 2012 lors des attributions. Quand l'autre partie a été satisfait et l'autre partie n'a pas été satisfait, l'autre partie, communément appelée les étrangers, ils sont sortis pour manifester, montrer leur mécontentement. Je pense qu'en son temps, vous tous vous avez suivi ce qui s'est passé entre la population et la police qui s'est terminé au niveau de la Mako. Jusqu'à l'heure actuelle, nous demeurons toujours dans ces problèmes. Tout récemment, il nous revient que vous faites face à des menaces. Dites-nous d'où viennent ces menaces et pourquoi. Oui, effectivement, nous comprenons pourquoi ces menaces viennent aujourd'hui. Il y a eu ces menaces-là auparavant, mais nous pensons que ces problèmes étaient résolus. Bon, mais à l'heure actuelle, ça revient encore. Nous les comprenons pourquoi ça revient, puisque comme ils ont été attributaires, ils ont vendu les parcelles à des gens qui ne résident pas dans le quartier. Comme il y a problème de leur fameux commission ad hoc qui est prononcée, qui a attendu sur le terrain, dites que l'appurement du foncier passif, donc ça les a mis dans le peur. Donc ceux qui ont payé ces parcelles veulent aujourd'hui construire. Et ça se trouve que ces parcelles se trouvent là où la population réside. Si c'est hors des maisons, là-bas, il n'y a pas de problème, les gens peuvent construire. Si vous partez tout de suite là-bas, vous allez trouver des villas qui sont arrêtées. Personne ne conteste là-bas. Mais dans les maisons, vous voulez construire forcément parce que vous avez vos papiers, parce que vous avez payé avec des gens. Vous avez peur pour ne pas que demain on vous retire ces parcelles. Ils viennent voir ceux qui leur ont vendu ces parcelles pour leur dire qu'ils veulent construire. C'est là qu'on appelle autochtones, c'est ça? Ceux qu'on appelle autochtones. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne peuvent pas les rembourser puisqu'il n'y a plus l'argent pour rembourser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut menacer les gens maintenant pour pouvoir construire pour leurs clients. Sinon, apparemment, eux-mêmes, personne d'eux ne construit à l'air là. Et ces menaces-là consistent à faire quoi? Qu'est-ce qui se passe exactement? Ce qui se passe présentement comme menace, ils rentrent dans les cours des gens pour les menacer, dans les lieux de service, on les bassonne. Bon, nous, on trouve ça que c'est inadmissible. On ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, on appelle quelqu'un d'étranger au Burkina Faso ici, à l'heure actuelle là. Ces menaces dont vous dites qu'elles viennent de ce qu'on appelle autochtones, comment vous faites face à cette situation? Depuis le vendredi dernier, dès que les problèmes sont revenus, nous avons essayé de maîtriser la population pour leur garder raison. Et c'est la raison pour laquelle que nous avons tenu une assemblée générale dimanche pour expliquer et pour interpeller les plus hautes autorités de prendre les choses au sérieux pour ne pas que du jour au lendemain, il y ait une affrontation entre ces deux camps. Nous avons fait comprendre à la population de garder leur calme. Nous allons lancer un message au niveau de nos autorités, s'ils nous entendent, qu'ils veillent vraiment au secours de toute la population, puisque les deux camps, si jamais les deux camps s'affrontaient aujourd'hui, nous savons qui est le perdant, qui est le gagnant. Mais dans un combat, il n'y a pas de perdant ou de gagnant une fois que ça se passe autrement. Donc nous ne souhaitons pas ça aujourd'hui à Yagma ni au Burkina Faso ici. Mais quand on essayait de calmer les choses, le chef du village de Yagma envoie un enfant de venir appeler un certain Guingiré parmi nous de venir au palais royal.
Quand ils sont partis, ce que le chef va faire, il pose simplement question. Tu es ici avec nous, ça vaut 20 ans ou plus, et nous t'avons vendu notre terre à 35 000 francs son temps. C'est ça? Il dit oui. Donc voici votre 35 000, on vous remet et vous quittez le village. Est-ce que vous et moi, ça là, c'est faisable? Est-ce que c'est normal d'expulser quelqu'un comme ça, de chasser quelqu'un dans un Burkina Faso là comme ça? Non, je ne pense pas. Mais est-ce que vous avez tenté de vous plaindre auprès de... Quand ils ont commencé à rentrer dans les concessions des gens ou dans les lieux de travail des gens pour menacer, pour frapper d'autres, directement j'ai dit à ces plaignants d'aller se plaindre au niveau de la gendarmerie. Et effectivement, quand ils sont partis, ils sont revenus avec une convocation, voulant remettre à ces agresseurs. Ils ont refusé la convocation en voulant les brutaliser, que s'ils ne quittent pas là, ils vont les tuer. On m'appelle, on me dit encore une deuxième fois, j'ai dit repartez. Là vous avez pris la convocation, allez-y expliquer. Quand ils sont repartis, on dit, les autorités ont retiré la convocation, dites, allez-y se plaindre à la mairie. Est-ce que entre vous et moi, qu'est-ce qu'ils devaient faire quand c'est comme ça? Répondez-moi. Mais nous, on a réussi quand même à garder notre raison, à sensibiliser la population, de rester calme et nous allons continuer à interpeller ces mêmes autorités de veiller réellement sur les choses. Si jamais ça se déborde, ça ne sera pas au l'intérêt de personne. Oumar Sabo, merci. Merci. Depuis le 7 décembre 2018, la Banque mondiale a rendu public les résultats de son évaluation 2017 des progrès réalisés dans le renforcement de la qualité des politiques et institutions publiques. Avec une note de 3,6 attribuée au Burkina Faso, le pays se retrouve classé 6e sur 38 pays en Afrique en matière de bonne gouvernance, notamment de gestion économique, des politiques structurelles, d'insertion sociale, d'équité et gestion des institutions du secteur public. La note attribuée au Burkina est identique d'ailleurs à celle de 2016, une preuve de plus que le Burkina Faso reste et demeure un bon élève des institutions de Bretton Woods, telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Les notes déterminant l'allocation des financements concessionnels octroyés par la Banque mondiale aux pays notés, il va de soi que les dirigeants du Burkina se conforment au mieux aux politiques des dites institutions afin de bénéficier de financements, voire de l'endettement plus important. En clair, seuls les gouvernants du pays connaissent le secret de ce classement qui, en réalité, ne peut être autre que le fruit de la mise en œuvre parfaite des injonctions des mêmes institutions. Et pourtant, en 2016, le défunt président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, conseillait l'exécutif d'apprendre à dire non aux mêmes institutions que sont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Mais que nenni. Dans un rapport du FMI datant de début 2018, il ressort que les autorités burkinabées, par le biais de la ministre en charge de l'économie et des finances, Adizatou Rosine Koulibaly Souri, ont sollicité une assistance technique conjointe du FMI et de la Banque mondiale en vue de renforcer leur capacité de projection de la masse salariale et d'établir des mesures structurelles visant à contenir la masse salariale dans les proportions dites raisonnables. La réponse du FMI ne s'est pas fait attendre. Depuis septembre 2018, l'institution a publié un autre rapport dit d'assistance technique à l'adresse des autorités burkinabées. Tous ces rapports permettent de comprendre les pas de course des autorités pour rendre effectives de nombreuses réformes, à commencer par la conférence de mise à plat des rémunérations des agents publics de l'État avec en ligne de mire la réduction de la masse salariale. D'autres échos favorables ont été donnés à ces rapports qui ont recommandé l'augmentation des recettes intérieures. Sont de ceux-ci l'augmentation presque insidieuse du prix d'une des tranches d'eau par l'ONEA, l'augmentation des prix des hydrocarbures à hauteur de 75 francs et tout dernièrement la coupure à la source de la taxe de résidence, jugée d'ailleurs illégale par des agents des impôts. En plus de ces mesures déjà entreprises, le projet de la loi de finances qui vient d'être adopté par l'Assemblée nationale annonce l'année 2019 riche en nouvelles mesures fiscales. Les Burkinabés devront désormais s'acquitter des taxes sur les véhicules à 4 roues, le tabac, les boissons alcoolisées et sucrées, les billets d'avion et bien d'autres choses. Ainsi, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international peuvent se
féliciter d'être attentivement écoutés par les dirigeants du Burkina, en attendant que notre pays ait des dirigeants courageux, capables de dire non au dictat des institutions de Bretton Woods. Les politiques de développement que ces dernières dictent aux dirigeants actuels vont continuer de produire des conséquences fâcheuses sur les populations.